Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce week-end c'était le Stream for Humanity. Et bah, j'imagine qu'il y en a qui ont suivi, notamment qui ont regardé la belle cagnotte. Alors, mine de rien, 1 600 000 euros, du coup, contre la faim dans le monde, notamment bah, du coup, au Nigeria, au Yémen, au Soudan, en République du Congo, en Palestine et en France également, puisque bah, là, c'est une cause qui concerne un petit peu tout le monde entier. J'ai dit le Yémen, je crois qu'il n'y a pas le Yémen cette fois-ci. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment eu un certain engouement quand même autour de ce Stream for Humanity. Ça a été un gros week-end, mine de rien. C'est pour ça aussi que moi, j'ai pas streamé ce week-end, parce que moi, vous savez, j'ai déjà parlé plusieurs fois du caritatif, et j'ai déjà dit que j'étais plutôt contre le caritatif, principalement parce que je trouve que ce n'est pas au peuple de régler les problèmes qu'il peut y avoir partout dans le monde, et particulièrement partout en France. Mais c'est plutôt à l'État, et qu'en vrai, enfin, tant mieux qu'il y ait des actes qui se fassent. Et je trouve que mine de rien, la cagnotte là pour Stream for Humanity au moins a vraiment plus de sens que la cagnotte du Z-Event, qui, no shade évidemment pour la cagnotte du Z-Event, c'est déjà super bien de récolter 16 millions d'euros contre les étudiants, contre la faim des étudiants, etc., des trucs du genre, pour les hôpitaux, tout ça. Mais c'est sûr que si ces 16 millions-là, tu les mettais en lobbying pour faire en sorte que des lois se votent, peut-être que ça changerait des choses. Mais en même temps, bah, le système français est très cadenassé à ce niveau-là. Enfin, voilà. Et je trouve que là, au moins 1 600 000 euros, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Surtout que là, ça va vraiment en dehors du... Bah voilà, vous avez fait la même vanne, Grégo et Brivan. Mais il y a quand même un truc où au moins ça va vraiment aller à l'international, et c'est vraiment un truc où la France peut agir à ce niveau-là. Le truc, c'est que du coup, vu qu'on est sur un événement qui va parler à Gaza notamment, et de ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien, bah, il y a eu aussi un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu du streaming qui sont pas très politisés, pas très dans la politique. Et notamment, c'est cet extrait-là qui a beaucoup tourné. Et pareil les gars, on est là pendant 2 jours pour voilà, lever des dons et aider des gens dans le besoin. Voilà, souvent les gens sont clivés, veulent faire de la politique là-dedans et tout. Là, il n'y a pas de politique les gars. Si vous reste une part d'humanité en vous... non, il y a bien le Soudan, il y a bien le Soudan. Il y a bien le Soudan, super, parce qu'il y avait aussi Nana. Donc voilà, c'est juste un truc d'humain et d'empathie globale vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde, et y compris malheureusement en France. C'est ça qui est dingue. C'est que même en France, et on n'en parle pas assez, il y a des gens dans une détresse énorme, y compris des gens très jeunes, des étudiants qu'on vient de le dire. Donc voilà les gars. C'est toujours politique. Non, c'est pas forcément politique de vouloir aider des gens, les gars, et d'être dans l'humanisme, ça n'a rien de politique, les mecs. Alors, bon, bah, pour moi, enfin, je sais que Brivan t'a dit on est sur de la lâcheté et pas de l'inculture. Ah, je pense que c'est un peu des deux, en vrai. Je pense que à la fois c'est un peu de l'inculture, et en même temps, bah, c'est aussi quand même de la lâcheté de ne pas vouloir politiser un genre d'événement comme ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... Enfin, c'est un discours de... comment dire, c'est un discours bien mignon, quoi, de dire oui, l'humanisme c'est pas politique, tout ça. Reste que bah, la guerre c'est aussi très politique, et que personne n'a envie de rentrer en guerre. Il y a que quelques personnes qui se disent que oui, la guerre c'est bien, et en fait ces quelques personnes là, il se trouve qu'elles ont beaucoup de pouvoir, et que globalement personne n'a envie tout le monde a envie de temps de paix, et pour ça il faut la guerre, tout ça. Enfin, c'est un truc comme ça qui généralement rentre dans la tête des gens. Mais en fait, moi, là où parce que moi, je vais pas rentrer que dans une critique de ce qu'a dit Squeezie ici. Là où je le comprends à peu près, c'est qu'en fait, le mot politique a été un mot qui a été très galvaudé, très vu comme étant néfaste pour les gens, comme étant vraiment un très mauvais mot. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je sais qu'il y a eu une vidéo qui est passée il y a pas si longtemps que ça, que j'ai vue. Notamment, tac. Alors, est-ce que je vais arriver à la retrouver? Non, je crois pas. Si, voilà, c'est celle-ci. Tac. Mais il y a une vidéo qui est passée, que je rapprocherai beaucoup de cette vidéo, du coup, de Squeezie qui parle de politique, et qui dit que la politique, que là, c'est pas politique, tout ça, enfin, voilà. C'est celle-ci. Peut-être que vous l'avez vu passer déjà, et je pense qu'on va un peu se la regarder rapidement, parce que moi je suis vraiment pas d'accord avec cette vidéo-là, tout comme je suis pas d'accord avec les propos de Squeezie. Mais à la limite, je trouve que Squeezie est plus excusable à ce niveau-là, parce que du coup là c'est une vidéo de la chaîne L'Esprit Critique, et clairement
je pense qu'en vrai, l'esprit critique, ils ont moins cette excuse possible d'inculture politique, des trucs du genre. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais au tout début de live, mais l'inculture politique, c'est pas juste un truc de privilégié, c'est aussi parfois un truc de ne pas s'en soucier parce qu'on n'a pas le temps pour le faire. Même si, bon, Squeezie, il a quand même le temps pour se soucier vraiment de la politique, on va pas se mentir, quoi. Mais du coup, je vois cette vidéo-là passer de l'esprit critique, à peu près au même moment en plus que la sauce de Squeezie. On a eu pas mal de messages qui nous disaient que les gens du collectif Nemesis étaient d'extrême droite, et nous demandaient pourquoi on le disait pas. Donc pourquoi ne pas mentionner le fait que le collectif Nemesis est d'extrême droite, puisque il l'est. Pourquoi ne pas en parler, quoi? Et alors, c'est une question qui nous occupe depuis pas mal de temps, mais on n'a pas trouvé de bonne réponse. Ah. Nous, le terme d'extrême... Alors, du coup, on n'a pas trouvé de bonne réponse, c'est dit au bout de 14 secondes, et la vidéo dure 2 minutes 44, donc voyons voir. On l'utilise avec parcimonie. Alors, ça nous est arrivé, donc par au moins 4 critères, on peut considérer le RN comme d'extrême droite. Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment assez chiant, c'est que vraiment, enfin, comment dire, moi, en soi, Esprit Critique, j'aime bien leurs vidéos parfois, mais vas-y, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, prouver en passant par 50 billets personnels et en passant des... En fait, c'est vraiment beaucoup de temps de travail pour prouver que le RN est d'extrême droite, chose que même les gens d'extrême droite ne renieraient pas. Enfin, vraiment, bref. Mais c'était dans un épisode où on prenait le temps de réfléchir justement à cette question et de pourquoi les chercheurs en sciences politiques disent extrême droite pour le RN. Mais effectivement, la plupart du temps, on préfère d'autres formulations. À droite et très à droite, et très à droite, très à droite, très à droite, et féministes de droite. Et alors pourquoi? Vraiment. On fait très gaffe aux mots qu'on choisit. Parce que vous êtes un certain nombre à nous écouter, et ça nous donne une responsabilité. Oui, bon, ça, vous êtes créateur de contenu en ligne, comme tout le monde, vous faites attention aux mots que vous choisissez, et comme tout le monde, vous faites attention à ce que vous dites. Ça, ok. Plein de droitards refusent de dire que le RN est d'extrême droite. Bien sûr, mais il y en a aussi qui assument totalement et qui disent oui, on est d'extrême droite, bon, que voulez-vous, quoi. Surtout sur Internet. Là, c'est ça le truc, c'est-à-dire que surtout sur Internet, il y a plein de gens qui disent ça. Il y a aussi des gens qui disent que... le RN serait de centre-gauche, parce qu'en fait, en vrai, ils sont plutôt ouverts, etc., des trucs du genre, enfin voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit. Ce matin, par exemple, je dis à Nathan, est-ce qu'on peut dire les meufs de Nemesis? Ou est-ce que ça pourrait être interprété comme étant condescendant? Et ça, je comprends, en vrai, je comprends qu'il y ait des termes parfois, et même moi, parfois, je me reprends sur des termes que je prends, de dire des choses comme ça, en mode, bah oui, je vais pas dire les meufs de Nemesis, je vais dire bah, le collectif Nemesis, ou les personnes de Nemesis, quoi. Évidemment. Nathan dit, ça peut. Du coup, on prend pas le risque. On dit les gens de chez Nemesis. La semaine dernière, on a dit les militantes de Nemesis. Notre sujet, c'est pas de taper sur les militantes de Nemesis. Alors quand on est entre les flashbacks en noir et blanc me fument. Je dis les filles de Nemesis. Dans ma bouche, c'est pas du tout problématique. Oui. Sauf que ce qui compte, c'est pas notre intention. C'est comment les autres perçoivent ce qu'on dit. Et si on veut être écouté, il faut le prendre en compte. Du coup, extrême droite. On a un dilemme. D'un côté, il faut nommer les choses. Mettre le bon mot sur un truc, ça permet de décrire le réel. Et c'est très bien de décrire les choses et d'être vrai dans les choses. Mais c'est quoi du coup l'autre partie du dilemme? Moi je comprends pas. D'un point de vue, et ça s'exclut pas, certains mots peuvent braquer les autres. Quand on dit le RN est d'extrême droite, il y a tout un tas de gens qui risquent d'arrêter d'écouter. Mais du coup, quel est l'intérêt de leur parler? Enfin, moi, j'ai aussi... Enfin, je comprends évidemment la vision de se dire qu'il y a plein de gens qu'on va essayer de convaincre en disant que le RN n'est pas d'extrême... En ne disant pas que le RN est d'extrême droite, mais en le prouvant par A plus B sans le dire en accroche. Mais du coup, est-ce que vraiment tu vas les convaincre sur le long terme si tu dis ça comme ça? Parce qu'il y a plein de gens qui sont convaincus que le RN est d'extrême droite, mais qui vont quand même voter pour eux, ça évidemment. Il y a plein de gens, tu peux leur prouver par A plus B que le RN c'est de la merde, et quand même ils vont te dire je m'en fous et je vais quand même voter pour eux, parce que peu importe ce que tu me dis, eux ils vont expulser les Arabes, et je sais que les Arabes c'est le problème, tout ça. En fait, à quoi ça sert? Et moi, c'est la critique aussi que je ferai du coup au Squeezos, parce que le Squeezos n'est pas non plus exempté de tout défaut. Malheureusement, le Squeezie n'est pas parfait. C'est désastreux, hein, bien sûr, mais le Squeezie n'est pas parfait. Et j'entends l'intention à la limite derrière. Et c'est pour ça que moi, j'excuserai, entre guillemets, peut-être un poil plus Squeezie, même s'il a dit de la merde, évidemment, il a dit une connerie, bien sûr. Mais là où je comprendrai pourquoi il a dit cette connerie-là, c'est que il a moins de culture politique, je pense, que des gens comme Esprit Critique, qui pour le coup, là encore une fois... Cette vidéo-là, elle dure 2 minutes 40, je vais pas dire la suite, mais vraiment... Et surtout, moi, ce que j'entends, c'est aussi ça, c'est aussi cette question-là de...
donc on favorise les vues par rapport à la réalité. C'est un peu ce truc, c'est-à-dire que eux ils sont en mode ah on a un dilemme, c'est dommage, on a vraiment un dilemme, mais on a choisi dans notre dilemme, on a choisi qu'en fait on va pas dire extrême droite. Donc vraiment, encore une fois, c'est assez dégueulasse, sachant que encore une fois, on n'est pas dans une guerre avec les mêmes armes. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu dis, Chérub, Chérub, je sais pas, c'est Chérubin, putain, je suis débile, Chérubin, bah effectivement, t'as quand même un truc où comment dire, à côté, l'extrême droite, et même les médias traditionnels de plus en plus disent que Mélenchon c'est l'extrême gauche, quoi, vraiment. Et c'est un truc, d'ailleurs, je crois qu'il revient Quand après. on dit tout un tas de gens, c'est un tiers d'entre nous. Peu importe ce que dit la recherche. Alors encore une fois, c'est pas un tiers d'entre nous. C'est pas ça. Par contre, faut pas rentrer dans la manipulation du RN de il y a un tiers des gens qui votent RN, parce que rappel, il y a énormément d'abstentionnistes. On est plus sur du un quart, un cinquième, quelque chose du genre. C'est 11 millions de personnes, mais on est 66 millions. En sciences politiques, eux se considèrent pas comme d'extrême droite. Et dire ça, ça peut les heurter. Bah après, il faut aussi les heurter par moment. Enfin vraiment, moi c'est un peu mon avis aussi. L'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. De la même manière que tout un tas d'autres gens, quand ils entendent que LFI ou les écolos sont d'extrême gauche, bah, ils arrêtent d'écouter. Bah moi je continue d'écouter quand ils disent que c'est d'extrême gauche. Enfin je comprends pas. D'extrême gauche, d'extrême gauche, d'extrême gauche, de l'extrême. Je trouve ça débile. Évidemment je trouve ça débile, mais ouais il y a vraiment un côté les extrêmes. Hein. Oui, mais on peut pas comparer les deux, parce que la classification du Conseil d'État, elle dit que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. Le sujet, c'est qu'il y a des oreilles qui se ferment. Si le but, c'est d'avoir... Le fait déjà de prendre Tondelier comme exemple, et à côté ça, Knafo, c'est vraiment la fenêtre d'Overton, quoi. Là, bref. Avoir une petite chance d'être écouté, d'avoir une discussion qui mène quelque part. Est-ce que ça vaut pas le coup de laisser tomber, au moins temporairement, un mot qui de toute façon a tellement été utilisé qu'il fait plus peur à personne? Ah, ça c'est le truc, c'est la take Usul de Rhinocéros, tout ça, en mode ça y est, c'est horrible parce que comment dire, c'est horrible parce que tout le monde dit extrême droite, mais en vrai bah ils sont tous d'extrême droite, quoi. Donc bon, vraiment c'est pour ça moi je trouve que c'est vraiment une vidéo bête, quoi. C'est ça qui est fou. Nous, le pari qu'on fait, c'est d'essayer de parler à tout le monde, pas juste les gens qui sont d'accord avec nous. Alors... Et ça, bah, ça prouve qu'il y a un côté un peu centriste entre guillemets, quoi. Surtout pour une chaîne qui s'appelle l'Esprit Critique, a priori, l'intelligence elle est plutôt à gauche, généralement. De gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, et d'extrême centre, parce qu'on les oublie souvent, ceux-là aussi. Oui. Et donc, on fait ce qu'on peut pour que tous ceux qui veulent bien nous donner 3 minutes de leur temps ne ferment pas leurs oreilles dès la deuxième phrase. Quand on s'adresse aux autres, il nous semble qu'il y a un équilibre à trouver entre appeler un chat, et un fasciste, et mettre les formes, pour pas irriter d'entrée ceux qui écoutent déjà que d'une oreille. Et c'est pas facile à trouver comme équilibre. C'est vrai que c'est vraiment pas facile à trouver comme équilibre. Et moi, je trouve ça effectivement assez dégueulasse à ce niveau-là. Enfin, je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'équilibre à trouver. Il n'y a pas de... C'est très très dur en fait, vous savez, d'être créateur de contenu. C'est très très dur de créer du contenu qui peut être écouté par beaucoup de gens. Et là on est là, c'est encore tout ce week-end, c'est samedi jusqu'à dimanche. 20h, faites des dons, on pète les scores, on aide tous contre la famine, on nique le RN, on pète les scores. Voilà, désolé, je suis plus de cette ligne. C'est vraiment, enfin encore une fois, je suis plus de ce camp-là qui dit on nique le RN, on s'en branle. Je suis plus du camp qui, juste après l'event, tu as Joël qui a dit votez LFI en bas, qui a dit votez bien. En fait, il a mis votez LFI, mais dans la story, il dit et votez bien à la prochaine élection. Hein, on nique le RN et tout. Enfin vraiment. Et je suis plus de la team. Macron assassin. Voilà, ne serait-ce que ça pour quand même pouvoir un petit peu plus politiser ce genre d'événement, quoi. Au bout d'un moment, Squeezie, c'est marrant ta vidéo comme ça, de dire ah c'est pas politique parce que politique c'est un gros mot, etc. Ça voilà, allez pourquoi pas. C'est marrant ta petite vidéo esprit critique de dire ah c'est très dur, c'est pas facile de trouver l'équilibre. Moi je m'en branle et après voilà, ne serait-ce que ça, parce que même il y a eu des critiques par rapport à cet extrait-là de dire notamment tac tac tac. Bon, on baise toute la droite et l'extrême droite, ça oui évidemment. Mais il y a eu notamment ce genre de critique-là. C'est quoi, c'est écrit à la fin. Un gang d'Africains et d'Arabes en Jogi qui disent nique le RN. Carrément, le RN pourrait s'en servir pour faire campagne. Plus un point pour le RN. Continuez comme ça, vous niquez surtout les Français, des trucs du genre. Bon, c'est juste des jaloux, ça, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc de se dire que... Enfin, moi, c'est toujours la take de Norman Ajari quand il était allé chez Ilyes et Moufette, où il parlait du fait que
quand il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk, peu importe ce qu'on en pense, peu importe si on trouve que c'est dramatique, que c'est nul, etc., ou qu'on se réjouisse, il y a quand même un truc de se dire que comment c'est possible de voir qu'il y a un fasciste qui est mort, parce que Charlie Kirk, je pense qu'on peut appeler ça un fasciste, qu'il y a un fasciste qui est mort, et qu'on ne voit pas ça comme une victoire. Et qu'on pense tout de suite à « Ah, mais ça va réveiller les foules. Ah, mais ça va vraiment... » Non, les gens, c'est une victoire. Peu importe ce qu'on en pense, il y a des victoires qui sont plus dures à accepter, il y a des victoires qui sont faites dans le sang, il y a des victoires qui sont amères à prendre, mais ça reste une victoire. C'est pas un truc qu'il faut remettre en question à ce niveau-là. Donc bon, le truc qu'on peut quand même dire, c'est que c'est du signalement de vertu pour être bien vu. Mais ça, évidemment, les gens, que c'est du signalement de vertu que de dire nique le RN à ce genre d'émission, qui savent très bien ce qu'ils font, qui savent très bien que de toute manière, ils vont pas perdre des abonnés. Et quand bien même je dis ça, il y a quand même un truc où Squeezie, typiquement, s'il dit ce genre de truc-là, c'est parce que la dernière fois qu'il a pris position, entre guillemets, c'était pour parler du fait de pas voter le RN aux législatives. Et du fait de... Enfin, vraiment, je pense que vous vous souvenez tous du post de Squeezie qui disait « À l'intention de mes fans, ne votez pas le RN, parce que voilà, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ce que je pense, et je pense qu'il faut pas dire ça. Je suis pas d'accord avec la victoire. » Bah... En tout cas, c'est dur de voir ça comme une défaite. Moi, je comprends pas comment c'est possible de voir la mort de Charlie Kirk comme une défaite. C'est vraiment ça. Je vois pas tellement, en fait. Je vois pas l'angle d'attaque pour se dire que la mort de Charlie Kirk est une défaite pour le camp de gauche extrémiste, entre guillemets. Moi, je suis pas d'extrême gauche, hein. Je suis de gauche vraiment plutôt modéré, entre guillemets. Je trouve que la mort de Charlie Kirk, bah, je suis pas content que quelqu'un soit mort, mais... Je suis en mode, par contre, je vais pas non plus pleurer. Mes yeux sont secs. Moi, ma ligne, c'est mes yeux sont secs. Mais je comprends les gens qui se disent, ah, quand même, c'est pas top, et puis voilà. Par contre, bah, mes yeux sont secs. Genre, vraiment, juste ça. Et puis voilà. Ne votez pas le RN, mais ne se positionne pas sur la gauche et le centre. Oui, mais là où je voulais dire, par rapport au truc de Squeezie, c'est qu'il avait fait ce post-là, il a perdu, je crois, 100 000 abonnés en faisant ça. Alors oui, ça fait le tri, c'est sûr que ça fait le tri sur les gens qui sont déçus de la part de Squeezie, et puis voilà. C'est pas une victoire parce que ça ne participe pas à une stratégie, mais c'est un gros kill. Oui, voilà, moi à la limite, c'est plus ma ligne, ce genre de truc-là, quoi, voilà. Après, il y a des matchs nuls aussi. Oui, c'est sûr aussi. Oui, super sec, et puis la monnaie de sa pièce et tout. Oui, voilà, moi c'est ma ligne, Supanoun, hein. Je pense que tu captes bien, mais voilà. Pas cool qu'il soit mort, mais bon, vu qu'il disait que le second amendement justifiait quelques morts par an, c'est le taste your own medicine. Oui, voilà, c'est ça. À la limite, moi, c'est plus ma ligne que de me réjouir et de... Enfin, je vais pas sortir dans la rue demain. Mais par contre, bah, quand Jean-Marie Le Pen est mort, je suis sorti dans la rue. C'est vraiment, je suis sorti célébrer. Évidemment, on a très peu de moments pour se réjouir en tant que gauchiste, parce qu'on fait que perdre. Donc forcément, quoi. Je suis pas sûr qu'il ait envie de les garder, les 100 000 qu'il a perdu, comme tu dis, ça fait le tri. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis content en vrai que Squeezie ait perdu 100 000 abonnés. Ça, pour le coup, c'est une victoire. Enfin, c'est une victoire qui se déguise en défaite. C'est-à-dire que perdre 100 000 abonnés parce que t'as des gens qui sont pas d'accord avec ta ligne à ce moment-là, c'est une victoire en vrai, mine de rien. C'est une victoire. Parce que ça veut dire que t'as perdu 100 000 nazis et que t'as perdu 100 000 personnes qui veulent voter RN. Donc tant mieux. Mais c'est pour ça, moi je pense que là, Squeezie, il se dit, vas-y, je suis la caution, entre guillemets, plus respectable parmi tous ces gens, sachant que dans le Stream for Humanity, il y avait des gens qui sont vachement politisés, là, plus récemment, et notamment avec les législatives. Moi, c'est un truc, j'en ai beaucoup parlé avec Régé, parce que, bah, Régé, vous avez bien vu son virage, hein, vous avez bien vu que c'était un putain de macroniste à la con, et que d'un coup, il est devenu, entre guillemets, le symbole de l'extrême gauche. Alors, pour discuter avec lui en privé... faudra en repasser, mais vraiment, en fait, il y a eu tout ce phénomène-là, qui a été un phénomène qui a été très observé un peu partout. Faut que je désactive les pubs, hein, c'est horrible, hein, je suis désolé. Hein. Tac. Mais en tout cas, le truc, je suis désolé hein, pour les pubs, les gens, j'espère que là, j'ai désactivé un maximum, enfin voilà. Mais il est toujours macroniste, il n'est pas soudainement devenu de gauche, tu le sais très bien. Ah, vu que tu le connais, Kaji, je suis désolé, je savais pas que t'étais dans ces beaux papiers, je savais pas que tu discutais constamment avec lui, enfin voilà. Non, les gens, moi la vérité, je discute tous les jours avec lui, je peux vous dire, et ça me ferait pas chier de dire qu'il est macroniste, hein, bien sûr, et il a encore des relents macronistes. Mais par contre, il y a un vrai truc où, bah, il y a eu une sorte et c'est un truc qui a été théorisé évidemment de partout, de moïsation de la société. Et non mais en vrai j'ai supprimé là les pubs les gens, je comprends que ça vous saoule évidemment. N'hésitez pas à prendre des subs hein, pour éviter les pubs.
mais bien sûr que moi, ce que je vois, c'est que bah oui, il n'est pas devenu d'extrême gauche d'un coup, Régé. Il n'est pas devenu vraiment ce communiste qui va appeler à la révolution. Mais bah il penche plus vers la gauche parce qu'il voit que c'est plus dans ses valeurs et qu'il voit que progressivement, c'est le pari d'ailleurs de Mélenchon du nous contre eux. C'est-à-dire vraiment de se dire que à la fin, il restera le RN et LFI. Et même le RN table sur ça, parce que bah, ils ont plus de chances de gagner contre LFI que contre n'importe qui d'autre. Et ils ont raison de tabler sur ça, bien évidemment. Dans leur camp politique, ils ont raison de tabler là-dessus. Et en même temps, bah, est-ce que LFI a raison? Ça, moi, je sais pas trop, j'avoue. Mais bah, y a plein de gens qui, du coup, avec les législatives, avec le fait que Macron soit devenu totalement fou, bah, c'est devenu vraiment un type qui est... Il y a beaucoup de types qui étaient à la base plutôt macronistes normaux, entre guillemets, et qui d'un coup se sont fait moïsette, quoi. Et je pense que, enfin, tant mieux si tu crois à cette théorie, mais Kaji, c'est vraiment un truc où, pour le coup, pour avoir discuté avec lui, même son côté, ses relents macronistes, libéralistes, tout ça, en fait, c'est des trucs de juste quelqu'un qui a cru au projet de Macron, parce que mine de rien, Macron, vous dites il est impopulaire aujourd'hui, des trucs du genre, il y a quand même quelque chose où mine de rien, je pense que aujourd'hui, il y a comment dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus à Macron, bien évidemment, mais à l'époque où ça venait d'arriver, le phénomène Macron, peu importe ce que vous pensez du libéralisme, tout ça, ça semblait être quelque chose de nouveau aux yeux du monde, et il y a beaucoup de gens qui y croyaient en fait au projet de Macron. Il y a beaucoup de gens qui se disaient, ouais, vas-y, effectivement, je vais travailler plus pour gagner plus, enfin, tout comme Sarkozy à son époque, bien sûr, quoi. Et bah, il y a des gens qui sont tombés dans le panneau, qui se disent, ouais, bah, effectivement, j'y ai cru, en fait, c'était de la merde. Après, voilà, quoi. Ça puait la droite sous couverture de 2017. Mais bien évidemment, il y avait déjà des gens qui disaient que c'était de la merde, qui disaient oui, ni de gauche ni de droite, ça veut surtout dire ni de gauche. Je crois que c'était Taubira qui disait ça, lol. Mais évidemment qu'il y a plein de gens qui trouvaient déjà le projet assez néfaste, quoi. Et moi, ce que j'observe de la part de beaucoup de gens du Stream for Humanity, c'est que il y a vraiment au moins la moitié qui s'est quand même vraiment positionné plutôt comme étant du camp de la gauche. Peu importe un peu où ça se place dans le spectre, j'ai envie de dire, mais plutôt dans le camp de la gauche que des gens qui soient pas exprimés sur certains cas, quoi. Notamment, il y a eu plein d'affaires. Il y a eu l'affaire Naël aussi, qui a fait que beaucoup de gens ont parlé des choses. Il y a eu l'affaire, le 7 octobre, qui a fait que beaucoup de gens se sont politisés autour du conflit israélo-palestinien. Il y a eu beaucoup d'affaires qui ont fait que les gens ont commencé un peu plus à parler. Et Squeezie, lui, il a parlé une fois et il a perdu des abonnés. Je pense que lui, il est plus en mode ah bah je vais plus jamais parler. Est-ce que les gens du Scream for Humanity sont tous des bourgeois qui ont énormément de thunes? Oui, c'est quand même un truc évidemment, mais je pense que ne serait-ce que le fait que, parce que c'est un vrai truc aussi dont on parle assez peu, ne serait-ce que le fait qu'ils viennent tous très souvent de milieux plutôt prolétaires et un peu moins aisés, évidemment que ça positionne plutôt généralement de manière très logique vers la gauche. Est-ce que ça veut dire que c'est tous des gauchistes? Non, il y en a qui se sont fait pervertir par la thune, par l'argent, tout ça. Notamment, moi je pense à Michou, cette grosse merde qui instant, il a vu le Streamer for Humanity, il s'est dit ouais bah je vais en fait en profiter pour lancer des business sous couvert de donation goal et tout. Va te faire foutre, mais et je pense pas que ce soit le plus grand des gauchistes, peut-être pas le plus grand des droitards non plus, mais quand même pas le plus grand des gauchistes non plus. Et évidemment qu'il y a des gens qui sont business, tout ça. Maintenant, est-ce que socialement ils ont des valeurs de gauche? Je pense que quand même il y en a beaucoup, ne serait-ce que ça, qui quand même ont des valeurs de gauche, ne serait-ce que le fait de traîner avec des gens de tous horizons, de tout milieu social, fait quand même que généralement t'es plutôt de gauche, et généralement les gens ils viennent de milieux prolétaires, de milieux pas forcément ultra aisés. Donc ne serait-ce que ça, en fait, ça te met vers une position où tu vas être peut-être un poil plus de gauche. Maintenant, ça veut pas dire que tu l'es forcément. Voilà, je pense à Locklear notamment, qui lui, bah, s'est plus positionné vers la droite. Je pense à Péfut aussi, enfin, je pense à plein de gens comme ça. Déjà, le fait qu'ils soient terrorisés par le mot gauche, alors que dans leur chat, ils tolèrent pas racisme, misogynie. Mais oui, en fait, ils sont déjà de gauche, mais sans le savoir. C'est ça qui est un peu... Bref, c'est ça qui est un peu...
compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se disent entre guillemets apolitiques. Et ça, moi là-dessus, je sais qu'il y a un bouquin que je recommande très peu qui s'appelle Tous les films sont politiques d'Edoui Plenel, qui revient en fait sur la carrière de Costa Gavras, qui revient sur le fait que pour lui la stratégie, enfin si je devais le transmettre, mais pour lui la stratégie typique des gens comme Squeezie, qui est de dire il n'y a pas de politique là-dedans, il n'y a pas de politique dans ce qu'on fait, c'est une stratégie qui est plutôt perdante parce que pour lui tous les films sont politiques. C'est pas juste, en fait ce qui est chiant c'est que si tu dis qu'il y a des choses politiques et des choses qui sont pas politiques, oui c'est relou parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui seraient spécifiquement politiques et qui seraient inacceptables comme étant dans d'autres sphères, ça évidemment, parce que dès que t'es catégorisé comme étant politique, ça veut dire que tu es persona non grata, parce que attention, la politique on n'y touche pas trop, et notamment par rapport aux sponsors par exemple, parce que je pense qu'il y a des gens d'ailleurs qui sont exprimés là-dessus. Je crois que c'était Yas, je crois, qui a parlé du fait que il soupçonnait le fait qu'il ait perdu une sponsor avec Quick parce qu'il a exprimé son soutien pour le peuple palestinien. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont perdu des soutiens parce qu'ils ont perdu en fait parce qu'ils sont un peu trop exprimés quoi. Yes avec Quick, ok. Mais c'est sûr que dire que certaines choses sont politiques et pas d'autres, c'est la pire des stratégies. Et la stratégie de Romain Gavras, ça a été de dire non, c'est pas juste mes films qui sont politiques, c'est tous les films qui sont politiques, parce que pour le coup, Costa Gavras, effectivement, il fait énormément de films qui sont ultra politisés, ultra politiques, ça évidemment. Mais le truc qui est clé dans ces films, c'est que c'est pas juste ces films qui sont politiques. C'est pour ça que je déteste ce bouquin-là, c'est que en fait, la take d'Edoui Plenel, c'est de dire, si je ne me trompe pas, même si en fait il revient dessus et qu'en fait c'est quelque chose qui est un peu critiqué aussi, c'est de dire toute une génération dont je suis, celle qui est venue au souci du monde et des autres dans les années 1960 et 70, a emprunté le chemin ouvert par Costa Gavras, faire de la politique en allant au cinéma. Donc en gros, ce qu'il dit aussi, c'est de dire ouais là, enfin, c'est du cinéma politique quoi. C'est chez lui une façon de... Parce que du coup il dit tous les films sont politiques, aime dire aujourd'hui Costa Gavras, c'est chez lui une façon de ne pas se dérober tout en mettant à distance, d'assumer l'étiquette cinéma politique qu'on a tendance à lui coller, au risque d'appauvrir son œuvre, tout en sortant de la boîte où l'on voudrait l'enfermer. Et en fait pour moi c'est fou parce que en fait toutes les takes de Costa Gavras dans ce bouquin là sont ultra basées, et t'as Edoui Plenel qui à côté analyse à côté de la plaque tout ce qu'il dit, de dire ah oui s'il dit ça c'est parce qu'en fait il veut mettre à distance le fait que en fait il fait pas du cinéma particulièrement politique, non, c'est qu'il fait du cinéma politique, évidemment il fait du cinéma éminemment politique, et d'ailleurs Costa Gavras reviendra dessus, il dira tous les films sont politiques, pas tous les films sont partisans. Ça c'est un autre truc aussi, bien évidemment. Et c'est pour ça que moi je trouve que la take de Squeezie elle est absolument désastreuse. Et évidemment il a dit comme ça, parce que je pense qu'il était quand même plutôt entre guillemets bien intentionné de ne pas vouloir rajouter l'étiquette politique parce que ça ferait trop peur aux gens, et que en vrai c'est pas... Moi je sais que j'avais vu un quote tweet qui m'avait fait un petit peu rire. Je vais essayer de voir si j'arrive à le retrouver parce que ça bug un petit peu Twitter par moment. Je vais essayer de voir si j'arrive à le voir. Mais moi je sais que les gens sont en mode ah oui la remarque est à vomir, des trucs du genre. Moi je trouve qu'en vrai c'est pas si horrible que ça. Enfin j'ai vraiment vu des takes bien plus horribles que ça, et moi je suis un peu de la take de cette personne qui dit Squeezie dit que s'opposer à ces horreurs c'est simplement être un humain. Sous-entendu, les alliés de l'impérialisme ne sont pas des humains et les armées de libération peuvent abattre les chiens oppresseurs en se délestant de toute considération morale. Selon Squeezie, un peu basé un peu basé si tu l'interprètes comme ça ce qu'il dit Squeezie, c'est-à-dire que oui les gens sont inhumains de dire ça. Non mais ça c'est une interprétation fausse de ce qu'il dit, bien évidemment qu'il avait pas envie de dire ça Squeezie, c'est voilà bien sûr, mais il y a quand même un truc où moi je comprends ce qu'il veut dire en fait ça dépasse les frontières de la politique et ça dépasse les frontières de tout débat en fait, ce genre de... Et ça devrait dépasser les frontières de tout débat que de faire des événements caritatifs pour faire en sorte que personne n'ait à avoir faim. Parce que la vérité c'est aussi un truc que tout bête, hein, mais actuellement on pourrait régler la faim dans le monde là comme ça dès demain, j'ai envie de dire, vraiment dès demain. Ok, et pourquoi on le fait pas ? C'est vraiment quelque chose où moi, quand j'étais gosse, c'était un truc qui me révoltait de me dire mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne résout pas la faim dans le monde ? Il y a des gens qui crèvent de faim partout dans le monde, pourquoi est-ce qu'on le fait pas ?
Parce qu'en fait, ça coûterait de l'argent et qu'il y a personne qui a envie de mettre cet argent-là. Et puis, c'est un problème secondaire, j'ai envie de dire. Donc en fait, on va essayer de le régler comme ça, par-ci par-là. Mais en fait, c'est un problème, voilà, on va pas s'y soucier plus que ça, quoi. Et surtout, bah, il y a des gens qui profitent de la faim. Il y a des gens qui profitent du fait que les gens soient affamés. Notamment, il y a toute une économie à Gaza. Il y a, vous savez, je crois qu'il y a un truc en mode les bouts de pain à Gaza coûtent dans les 10 balles, quelque chose du genre, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui, mine de rien, moi, me sidère particulièrement, quoi. Et je trouve que, effectivement, il y a beaucoup de gens, enfin... Il y a beaucoup de gens qui dunkent sur Squeezie, bien sûr, et je suis d'accord avec toi, Roman, on réfléchit plus sur les propos de Squeezie que lui-même ne le fait, bien sûr, parce que, bah, contrairement à ce que dit Esprit Critique, ce que disait Esprit Critique sur on pèse chacun de nos mots. Oui, mais quand t'es en live pendant 48 heures, bah en fait, tu vas pas peser tous tes mots, hein. Bien sûr, il y aura des trucs qui vont t'échapper comme ça. Et je pense que quand même, ce petit truc là, parce que ne serait-ce que le fait qu'il prononce le mot politique, je pense qu'il a un peu réfléchi à ça tout de même. Donc je vais pas juste dire que c'est un débile parmi tant d'autres, et puis voilà. Mais en fait, c'est révélateur du fait que, évidemment, que tout le monde a envie. Enfin, je pense quand même que 99% de l'humanité trouve que la guerre c'est pas bien, trouve que les gens devraient manger à leur faim, trouve que quand même c'est plus cool l'amour que la haine, enfin des trucs du genre, quoi. C'est basique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que toute la culture qu'on a actuellement va dans ce sens-là. Mais en même temps, moi je sais que j'ai discuté récemment avec un ami par rapport à ça, en même temps, il y a une partie de notre culture qui est assez comment dire, est assez dans un status quo qui est assez néfaste, je trouve. Enfin, je sais que j'en discutais notamment avec quelqu'un qui disait que comment dire, la plupart des œuvres qu'on voit de la part d'Hollywood maintiennent un status quo. La plupart des œuvres qu'on voit de la part d'Hollywood n'ont pas envie de se mouiller, n'ont pas envie de changer en fait les choses, n'ont pas envie de faire en sorte que à la fin il y ait quelque chose qui soit modifié. Alors ça peut s'expliquer par plein de moyens, ça peut s'expliquer par plein de biais qu'on peut avoir. Premièrement, le fait que là de plus en plus on ait affaire à des franchises où il y a des suites qui sont censées générer des millions, et donc en fait pour qu'il y ait des suites, il faut quand même pas détruire le monde à la fin et pas changer radicalement le monde, et qu'il y ait encore des problèmes potentiels qui puissent arriver, même si on décide de faire une utopie, en fait, il faut quand même qu'il y ait de quoi faire un monde où il y ait du changement. Je pense notamment par exemple à Matrix, je pense vraiment à ce genre de film là où en fait à la fin de la première trilogie Matrix, bah t'as le monde qui semble être parfait, et en fait bah comment tu fais une suite du coup? Bah du coup tu brodes un petit peu autour et tu dis ah en fait t'étais pas tout à fait libre sur la fin. Je pense à plein de films comme ça qui en fait ne peuvent pas avoir de suite parce qu'on sait pas construire un autre monde, quoi. Il y a aussi le truc du en fait la plupart des œuvres qu'on voit actuellement sont sur les mêmes schémas narratifs qui font que en gros il y aura beaucoup comment dire, il y aura vous savez comment ça s'appelle, c'est Snyder Writing, un truc du genre. Si je regarde un petit peu ça, c'est le cycle de Snyder où en gros, bon c'est pas Save the Cat, mais c'est Hero's Journey, un truc du genre. Le voyage du héros, voilà, la quête du héros. C'est en gros ce que t'as dans la plupart Oh putain, Tumblr, tu casses les couilles. Mais ce que t'as dans la plupart des récits actuellement dans notre culture très populaire. J'en parle comme ça parce que c'est vraiment un truc qui est tellement imbriqué dans nos têtes qu'on a beaucoup de mal à imaginer. C'est d'ailleurs tout ce que dit, je crois que c'est ce que dit Mark Fisher, si je me trompe pas, on a plus de facilité à imaginer la fin du monde qu'à imaginer la fin du capitalisme. Donc voilà, oui, Campbell, tout ça. Mais en gros, la plupart des récits qu'on voit actuellement, c'est un voyageur qui va du coup aller à l'aventure, qui va commencer à aller à l'extérieur, etc. Il va du coup aller dans l'abysse, Death and Rebirth comme dans Evangelion, et après il va revenir, et en fait il va revenir à son pays. Il aura vite fait changer dans sa tête, mais en fait son pays n'aura pas changé. Lui aura changé, mais en fait individuellement lui l'aura changé, mais tout le monde collectif n'aura pas changé. Et ça en fait c'est un vrai truc où je pense quand même que voilà, c'est tout ce côté there is no alternative qui fait que on est tellement dans un monde où on ne pense pas qu'il est possible de changer le monde que globalement ça veut dire qu'il faut essayer de le changer petit à petit, et en fait c'est pas possible. Ça je pense qu'on peut se le dire. Mais je vois également qu'il y a beaucoup de gens
dans le chat qui parle du fait je crois que la thèse du héros mi-visage est critiquée. Campbell a plus ou moins forcé plein de récits différents. Non, mais bien sûr, bien évidemment. Et lui, en fait, il était dans une analyse des mythes particuliers du cinéma et des mythes à peu près ailleurs, évidemment. Le truc, c'est que, en fait, c'est tellement imbriqué dans la plupart de la culture du blockbuster états-unien actuel qu'en fait, vous pouvez appliquer ce schéma à quasiment tous les films blockbusters américains, états-uniens qui viennent d'Hollywood, et en fait, ça peut s'appliquer vraiment ultra facilement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de critiques à faire, évidemment, à tout ce que fait Campbell, évidemment. Maintenant, il y a quand même quelque chose où moi je comprends que quand tu nais dans un monde où tu as toute cette culture ambiante en fait tout ce qui se passe actuellement autour de moi c'est régi par un monde et je ne peux pas changer ce monde là, t'essayes de trouver d'autres biais pour dire pour quand même essayer un minimum de changer les choses, parce que évidemment les 1 600 000 du Stream for Humanity vont pas changer le monde. Ça va changer la vie de quelques personnes. Vous savez, c'est comme... Il y a un film sur ça qui s'appelle La liste de Schindler, qui dit à la fin, j'aurais pu en sauver un de plus. J'aurais pu essayer d'en sauver un de plus. J'aurais pu essayer de sauver une personne juive de plus. Évidemment, tu vas pas finir le nazisme et faire tomber le nazisme si tu es là à sauver un juif après l'autre, quoi. Évidemment. Mais... ça va changer la vie de quelques personnes. Et c'est pour ça que à chaque fois, ce genre de campagne-là, si on regarde un petit peu dans les à propos, généralement, ça met bon là, je crois que c'est sur un site fan, enfin voilà, je sais plus trop. Mais généralement, ça met que pour 5 €, vous pouvez payer un repas pendant une semaine à un gosse, un truc du genre, quoi. Et moi, j'ai donné, hein, évidemment, au Stream for Humanity. J'espère que dans le chat, vous avez donné. Régé, ce gros rat, il a donné 100 balles. Mais j'ai quand même donné de mon côté, évidemment. Mais maintenant, il y a quand même ce truc où je sais que c'est impuissant. Je sais que ça va pas changer les choses. Et je sais qu'il faut tout changer et qu'il faut tout bousculer. Et je sais que dans le chat, ça s'extasie sur le fait que en 2027, peut-être que les gens vont se positionner. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en 2027, les influenceurs vont plus se positionner. Pour le coup, parce que ça risque d'être quand même, mine de rien, une grosse année. Et je pense que a priori, s'il n'y a pas de changement globalement donné à des streamers... Non, j'ai pas donné à des streamers, j'ai donné à une cause. Donc voilà. Après, c'est aussi une critique, moi, que je ferai à ce genre d'événement-là. C'est que je me dis, 1 600 000... je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient donner ce genre de montant-là. Alors, je crois que Squeezie a donné dans les 40 000 balles, ça semble énorme. Bon, moi, c'est comme si je donnais 50 balles, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'exprimer pour les présidentielles, pour les présidentielles de 2027. Et il y a de quoi, évidemment, être moïsed par ça. Parce que je pense que même, il y a beaucoup de gens dans le tas qui vont s'exprimer de manière plutôt de droite, d'extrême droite, ou alors plutôt de manière décevante. Moi, je me souviens que typiquement pendant les législatives, j'étais assez déçu par NOS du groupe PNL, qui disait ne votez pas pour les extrêmes, un truc du genre. Et donc moi j'étais en mode qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin vraiment, quoi. Donc c'est pour ça, moi je vais voir un peu les gens, en fait c'est dans 2 ans, hein, les élections, c'est dans 1 an et demi même, putain c'est vrai que c'est dans 1 an et demi maintenant, mais faut voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Moi je pense que y a moyen que je sais pas, il y a moyen que Mélenchon soit au second tour, au moins ça, à voir s'il a du jus pour la suite, mais il y a quand même ce truc où je pense que il fait même plus de musique et il dit ça tech de merde. Oui c'est bon, moi cancel PNL, de toute façon ils font plus de musique maintenant, donc c'est bon. Mais voilà, moi je vais pas être des Nostradamus de voilà ce qu'il faut faire, etc. Ouais, c'est vrai que Mbappé a aussi dit ça, hein, bien sûr. Mais voilà, déjà allez voter aux législatives, les gens, vérifiez évidemment si vous êtes inscrit sur les listes électorales, si vous êtes inscrit bien à l'endroit où vous êtes, si vous déménagez, tout ça, faites attention, et surtout faites gaffe à voter bien sûr, et votez bien lors des municipales, votez bien s'il y a des législatives anticipées, n'hésitez pas, mais voilà, n'hésitez pas à bien voter bien sûr, et voilà, et c'est quand même quelque chose où il faut faire attention. Et moi, où j'observe aussi quelque chose par rapport au Stream for Humanity, c'est aussi un truc tout bête, mais qu'il faut quand même aussi mentionner.
c'est que bah, la cagnotte, moi je sais que je regardais ça avec des potes et qui me disaient waouh mais ça flop là le Stream for Humanity. Alors évidemment faut pas avoir ce genre de mentalité là quand on est devant un stream qui est là pour apporter des dons pour une belle cause comme ça quoi. Évidemment moi je m'en fous que le Z-Event flop, je m'en fous que le Stream for Humanity flop, enfin voilà. Je pense tout de même que y a quelque chose où bah, c'est un truc qu'il faut un petit peu mentionner dans l'air, et je pense que tout ça c'est un peu lié aussi alors à trois choses même. Premièrement, il y a eu le Z-Event il y a 2 mois. Il y a eu Z-Event à 2 mois, donc ça veut dire que les comptes sont un peu à sec pour certains, que beaucoup de gens se préparent pour le Z-Event pour faire des dons justement pour ce genre d'événement-là, et que bah là, les comptes sont un peu à sec, il n'y a pas eu le temps de remettre un peu de thunes dans la maille, quoi. Deuxièmement, il y a aussi un truc tout con, c'est que la majorité des gens là qui participent au Stream for Humanity, c'est pour ça d'ailleurs que pour moi que le Z-Event sera toujours constamment au-dessus en termes de cagnotte, c'est que mine de rien, bah, la majorité des gens qui sont là ont un public plutôt jeune, plutôt à peu près entre 15 et 20 ans, peut-être quelque chose du genre pour la majorité. Bah, ils n'ont pas de carte bleue à ce moment-là, et ils peuvent pas mettre 1000 € dans ce genre de cagnotte là, quoi, bien évidemment. Et ça veut dire que c'est un peu plus compliqué pour ramasser vraiment des tonnes et des tonnes de dons, quoi, bien sûr. Maintenant, il y a quand même quelque chose où moi, ce que j'observe aussi, c'est que je pense qu'il y a aussi un autre biais qui est un peu imprononcé, mais qui en même temps, alors c'est pas quelque chose que je mettrai dans le marbre pour expliquer ce qui fait que là, la cagnotte, elle est 2 fois moindre. Évidemment, moi, je m'en fous qu'elle soit 2 fois moindre, hein, bien sûr. Mais c'est déjà très bien, déjà là, d'avoir levé du coup quasiment 5 millions en moins d'un an, parce qu'en fait, le dernier Stream for Humanity, c'était en janvier. Donc en fait, l'année 2025, ils ont récolté 5 millions. C'est quand même quelque chose d'assez grandiose, évidemment. Mais là où je dirais qu'il y a quand même un petit souci, c'est que je pense aussi que l'image des influenceurs et l'image des créateurs de contenu, j'utilise les deux un peu par-ci par-là évidemment, mais ça a beaucoup changé là dans les derniers mois, dans les dernières semaines, avec notamment bah, plein déjà d'affaires, de grandes polémiques, j'ai envie de dire. La première, ça a été aussi je trouve quand même que la présence de Péfut et Leclerc annule l'événement. Bah déjà, ne serait-ce que ça, le fait qu'il y ait des streamers qui soient de plus en plus des streamers problématiques, le fait qu'il y ait de plus en plus d'affaires, notamment, bah, je pense récemment à Ilidia Fugu, soutien à Ilidia, je pense à la K-Corp et Prime, soutien aux victimes évidemment. Je pense aussi à tout ce qui est l'affaire Jean Pormanov, qu'il repose en paix. Je pense que voilà, en fait, il y a plein d'affaires comme ça qui sont accumulées là dans les derniers mois, dans les dernières semaines, qui font que c'est de plus en plus compliqué de vraiment bah, faire confiance à des streamers. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont un peu... Enfin, qu'il y a de plus en plus de gens comme ça qui vont vraiment sortir un petit peu de tout ça, quoi. En très rapide, c'est quoi l'affaire cassée Prime? Bah Prime qui a agressé, qui a été manipulateur avec une meuf, et qui a poussé un mec au suicide d'après les dires d'un journal qui s'appelle 21, je crois, quelque chose du genre. Donc c'est vraiment assez chaud en vrai, hein. Je pense que c'est peut-être une des pires affaires qu'il y ait eu vraiment, alors qu'il y en a eu des affaires sordides, hein, bien sûr, dans le milieu de l'influence et de la création de contenu. Mais aussi, moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont de moins en moins conscience d'à quel point ce genre d'événement-là et ce genre de création-là, bah, ça coûte de l'argent. Et en fait, j'ai de plus en plus l'impression qu'il y aura peut-être une sorte de downfall de Twitch et de la création de contenu en ligne, parce que bah, les gens ont de moins en moins confiance aux créateurs, et que du coup, les créateurs essayent le moins possible de se mouiller, en fait. Et dès qu'ils font des actes... typiquement, c'est un truc qu'on a observé, notamment il y avait un moment où il y avait des phases IRL entre guillemets, avec du coup Inox qui s'est pris un gros kick d'un coach et tout, un peu bébête et tout, ça avait l'air vraiment atroce. Oui voilà, c'est ça, j'ai résumé vraiment très rapidement, hein, bien sûr, mais qui s'est pris un gros kick de la part d'un coach un peu bébête et tout. Et moi, effectivement, je vois ça, je suis assez horrifié. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment, je suis pas horrifié non plus, mais je me dis, waouh, mais c'est chaud quand même. Mais parce que, bah, il y a eu toute l'affaire Jean Pormanov, quoi. Et je trouve que
même, ouais, il y a quand même un truc où je pense que, toi, Brivan, tu dis, ce qui me dégoûte, c'est la non-sincérité. Je pense qu'il y aura de plus en plus de non-sincérité de la part du milieu, et que de plus en plus, il y aura un souci de clarté, en fait, dans le milieu de l'influence et dans le milieu des gens tout en haut. Alors évidemment, moi, dans l'eau, enfin... je sais que je les vois comme ça, évidemment je dis pas ça parce qu'ils m'aiment bien, mais tout ce qui est cacabox, typiquement tout ce qui est cacabox, pourquoi ils ont du succès, c'est parce que bah ils sont vrais quoi. Enfin voilà, bah voilà, Brivan qui dit la même chose, t'as le même cerveau que moi, mais tout ce qui est cacabox, moi je les suis aussi parce que c'est les seuls que je trouve vraiment être un peu plus dans le vrai par rapport à plein de trucs quoi. Tous les délires de anime qui est là en mode ah oui on a baisé les médias etc. Mais j'ai ok, trop bizarre. Et en fait, c'est des gens vraiment ultra déconnectés. Et de plus en plus, et qui exhibent de plus en plus leur mode de vie de riches et de bourgeois, etc. Et je trouve que mine de rien, au moins avoir un peu de sincérité, ça peut aider. Et moi, j'ai l'impression que cette moïsation... Bah voilà, bonjour Potatoes. Évidemment que toi, tu es plus dans le vrai, bien sûr. Mais je trouve que cette espèce de moïsation d'avoir des streamers de moins en moins sincères parce qu'ils ont de plus en plus un peu peur aussi, je me dis j'espère que ça va pas trop durer quoi. Donc bon, au moins il y a eu la roue des accents quand même durant le Stream for Humanity, et ça on ne peut pas l'enlever quoi. Donc bon, dès l'instant où tu es devant une caméra, tu ne crées forcément une persona, moins chez Cacabox, mais ça existe quand même. Bah évidemment, je pense que ne serait-ce que le fait, enfin ne serait-ce qu'un truc tout con hein. Mais quand même, il y a un truc, c'est devoir s'habiller. Enfin, moi, avant un live, je suis à poil chez moi. Hein. C'est vraiment un truc comme ça, quoi. Et merci au tonton Joël, mais bien sûr. Donc c'est pour ça, moi, je me demande, en fait, parce que à côté, on a ça pour les gros créateurs de contenu qui sont, je crois, ils sont quasiment tous soit chez Bump, là, donc la grosse entreprise de créateurs, enfin, la grosse agence de créateurs de Squeezie. Je crois qu'il y a quasiment la moitié de Stream for Humanity qui est chez Bump, ou alors ils sont chez Webedia, donc en fait c'est des gens qui gagnent super bien leur vie. Donc moi j'avoue que, en fait, ne serait-ce qu'un truc très stratégie, hein, mais en fait c'est pas des gens qui vivent des dons, hein, les gens dans Stream for Humanity, c'est vraiment pas des gens qui vivent des dons, c'est des gens qui vivent des OP, qui vivent du fait d'avoir des partenariats à l'année, des trucs du genre. Donc c'est pour ça que appeler à faire des dons dans ce genre de contexte là, ça peut pas très bien marcher quoi. Et moi un truc tout bête hein, mais faudra que je vois un peu, mais si je regarde ça, tac, pour regarder un peu si ça a bien marché pour eux. Mais quand même il y a des cagnottes de gens qui sont vraiment pas très connus, mais qui vivent grâce aux dons. Je pense notamment au Canard Réfractaire, qui je crois à chaque fois ils font une levée de fonds à l'année, un truc du genre, et bah mine de rien ils arrivent à survivre, alors que le Canard Réfractaire, bon, qui les connaît, tu vois, enfin vraiment ils ont 100 000 abonnés, un truc du genre, mais ils arrivent à vraiment générer pas mal de thunes grâce aux dons, grâce au mécénat, et grâce à des gens qui leur donnent de la thune, parce que globalement en fait, si vous voulez, si on fait l'histoire de comment gagner de la thune sur internet, ça a été longtemps... Alors, pendant un petit temps, ils ont essayé de faire en sorte que ça tienne avec les thunes générées par la pub. Bon, c'est pas possible, vraiment. Après, ça a été pendant un temps dans le game de la vulga, particulièrement le mécénat, notamment quand Tipeee est arrivé, quand Patreon est arrivé en France, des trucs du genre. Il y a plein de gens qui se sont mis à gagner de la thune grâce au mécénat et grâce au fait de pouvoir faire des dons sur des plateformes. Et ça, bah tant mieux. Et après, il y a eu le game des OP. Et ça, il y a un truc où, mine de rien, c'est quelque chose où moi, j'en ai pas mal discuté avec plein de gens du milieu qui ont été vulga, etc., des trucs du genre pendant un temps et tout. Et je trouve que en vrai, il y a quand même quelque chose où, pendant un temps, beaucoup étaient très réfractaires au fait de faire des OP, au fait de faire du contenu sponsorisé, au fait même, pas forcément de faire du contenu sponsorisé, de l'éditorial, enfin voilà, du public rédactionnel, donc vraiment de faire une vidéo pour telle personne, tout ça, en mode... bon, certains l'ont vu dans leur TL, mais la vidéo de comment il s'appelle, Lutti, où il fait un rap sur Final Fantasy XIV, enfin voilà, on parle pas de ça, mais on parle vraiment du fait de faire du contenu qui est fait pour... qui est fait avec un logo dans un coin, quelque chose du genre, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui, de leur côté, disent que moi, j'en ferai jamais, et bah, finalement, ils en font, quoi. Enfin, vraiment, c'est ça qui est très bizarre, quoi.
Donc bon, ce que je comprends pas, c'est le nombre de gens qui lâchent des subs chez les gros streamers. Genre, tu vois Antoine Daniel ou Squeezie, tu dis ce mec est pas assez riche, je vais claquer une partie de mon SMIC pour lui donner tous les mois. Oui, Canard Réfractaire, l'antivax, on rappelle comme ça. Oui, bien sûr. Il a été antivax bizarre, bah, notamment quand il s'est fait gueuler par Antoine Goya en mode ferme ta putain. Alors c'était quoi? Attends, moi je m'en souviens par cœur. Hein. Ferme ta gueule, ferme ta putain de gueule, espèce de débile. T'es un débile dangereux. Tu fermes ta gueule de con et tu te tais. Tu appelles à la vaccination comme tout le monde. Donc voilà. En tout cas, il est pas anti-vax, mais il est pas anti-vax non plus. Enfin voilà. Et je trouve que mine de rien, enfin moi c'est quand même toujours un truc qui me choque, c'est qu'à un moment je regardais le GP Explorer sur le côté et t'avais quelqu'un qui a donné 100 subs à Squeezie pendant le GP Explorer. Comment tu vois le GP Explorer et tu dis je vais donner 100 subs? Genre quel est l'intérêt quoi? Je veux dire, autant quand c'est des petites chaînes qui ne vivent pas grâce à des sponsors, parce que pour X ou Y raison, ils n'ont pas envie d'avoir des sponsors, etc. Ils n'ont pas envie de... Enfin, moi, typiquement, je sais que c'est pas le truc vers lequel je vais courir. Je pense qu'il y a... on aura des sponsors pour Ragebait et tout, parce qu'on en a besoin, en fait, pour faire des émissions comme ça, bien évidemment. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'avoir des sponsors, et il y a plein de gens qui ne peuvent pas en avoir. Je pense que Canard Réfractaire... C'est aussi pour ça qu'ils sont vers le partenariat comme ça. Et je dis Canard Réfractaire, mais je peux aussi mentionner un autre exemple qui peut-être va parler un peu plus. Mais Glupatate, par exemple, bah eux, ils peuvent pas avoir de sponsors, quoi. Ils font du contenu politique, c'est pas possible d'avoir des sponsors comme ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui... Ça leur viendrait pas en tête de donner de l'argent à du contenu, mais en même temps, s'ils se disent « Ah, quand même, le contenu est important et il n'y a pas besoin vraiment de changer... comment dire ? Ils peuvent pas avoir des OP, bon bah je comprends que c'est comme ça qu'il est possible de financer ça quoi. Qu'il y avait des films un peu précis, j'ai oublié le nom. Shadows. Il faudrait que je gratte en vrai avec eux. Mais à voir un peu. Mais sur des plateformes comme ça. En fait le truc aussi c'est que les sponsors, typiquement les sponsors, nous sur Ragebait, il y a plein de sponsors qu'on peut pas avoir parce que on se dit que c'est pas top que d'avoir des sponsors de films. Typiquement, c'est un truc qu'on se dit aussi. C'est pas terrible d'avoir des sponsors parce que en fait ça va un peu changer notre ton. Typiquement là quand on va avoir le comment ça s'appelle Orelsan. J'ai oublié son nom. Quand on va avoir Orelsan, ça sera pas une sponsor avec Yoroi. C'est pas une sponsor avec ce film-là. Et tant mieux parce que ça veut dire qu'on peut être un peu plus virulent. Et même si on ne l'est pas, au moins ça veut dire que on a vraiment aimé le film et qu'on n'est pas forcé de dire qu'on a aimé le film, quoi. Donc bon. Et je pense que il va être content, oui, c'est sûr. Alors, la sponsor de film RST avait expliqué le bail. Tu peux avoir accès au film et si tu as aimé. Oui, Résistance Trucage, oui, mais même Écran Large, ils ont dit ça plusieurs fois. Et moi, j'ai eu déjà plein de gens avec qui j'ai pu en parler. Le problème principal, c'est que sur le long terme, je trouve qu'effectivement, il y a un côté où ça peut être un petit peu compliqué aussi, parce que tu vas perdre un peu la confiance de tes spectateurs aussi. Donc c'est là où c'est un peu plus complexe, quoi. Et juste, je vous dis aussi le fait d'avoir... moi, les gens... mais donner 100 subs à Squeezie... Mais déjà, ce sub à Squeezie, je me dis... je le fais vraiment si j'adore son contenu, hein. Et pour éviter vraiment éviter vraiment d'avoir des pubs, des trucs du genre. Mais en fait déjà, ne serait-ce que donner de l'argent à des gros youtubeurs, je me dis à quoi ça sert quoi. Autant donner de l'argent quand c'est des causes, etc. Quand c'est des trucs genre Stream for Humanity, tout ça, je comprends. Et ce sub pour éviter d'avoir des pubs, ça je comprends. Quand il y a vraiment une plus-value à ça. Mais offrir des subs, des bits et tout, moi je le fais quand c'est des potes à moi qui je sais n'ont pas de partenariat, mais sinon quand c'est des trucs genre Stream for Humanity, je donne, mais sinon, enfin, je pense que tous les gens qui sont là-dedans gagnent plutôt bien leur vie, et quel intérêt il y aurait à donner de la thune à ces gens-là, quoi, genre vraiment. Sub car tu payes pour un contenu régulier que tu aimes, même pour un gros, je capte totalement. Oui, à la limite prendre un sub, après même prendre un sub pour un gros... un gros youtubeur, je trouve déjà, c'est vraiment qu'il faut aimer son contenu, quoi. Mais c'est pour ça, moi, je trouve que... Je sais que là, actuellement, les gauchistes, ils voient un peu la campagne de Glupatate en mode « Ah, il demande 40 000 balles.
Alors ils pensent que ça va financer une personne pendant un an et que en fait ça va lui faire un salaire d'ingénieur parce que ils savent pas faire des produits en croix et qu'ils pensent que du coup ça va faire 4000 balles par mois et que c'est du net. Super. Mais vraiment les gens, là ça finance du coup je crois un crew de genre 3-4 personnes, quelque chose du genre. Et clairement pour moi il y a quand même quelque chose où c'est tant mieux que de demander 40 000 balles. Surtout qu'ils sont revenus dessus plus tard. Sur le fait que le compte il avait jamais été monétisé sur TikTok, que sur YouTube ça génère 7 centimes pour 1000 vues parce que c'est que des revenus sur des shorts. Donc en fait sur les shorts ça génère pas beaucoup de thunes et il se génère à peu près 2000 balles par mois, ce qui est vraiment pas assez quoi, clairement. Et moi je pense que effectivement ce genre, en fait c'est vraiment, le monde se divise en deux catégories dans le milieu de l'influence. C'est à la fois les gens qui sont des gros poissons et qui sont dans des agences, donc du coup qui vivent grâce aux OP, des trucs du genre. Mais même ça, je sais que j'ai eu des discussions avec des entre guillemets anciens youtubeurs par moment, des youtubeurs qui sont vraiment là de la première génération, tout ça. Je vais pas dire qui, les gens, c'est pas Nexus, si jamais il y en a qui pensent que c'est Nexus à cause de l'émission qu'on a fait récemment, tout ça. Mais j'ai eu des discussions avec des gens comme ça qui parfois ont discuté comme ça en privé. Et en fait, ils disent que même des grosses chaînes qui vraiment pourtant sont censées bien gagner leur vie, en fait là il y a tellement un problème avec l'inflation et avec le fait que, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un extrait de Linguisticae qui parlait du fait que là il y avait de moins en moins de gens qui comment dire, en gros vous avez vu l'extrait de Linguisticae qui comparait par rapport aux cagnottes et qui se comparait par rapport aux cagnottes et qui disait moi je vais pas relayer ta cagnotte parce que je suis en concurrence avec cette cagnotte. Dégueulasse, nul à chier comme extrait évidemment. Par contre, c'est un truc que beaucoup de gens pensent. C'est juste le problème avec cet extrait, c'est qu'il a exprimé quelque chose que beaucoup de gens ont en tête et que juste lui, il l'a dit avec ses mots et qu'il l'a dit de manière ultra catastrophique. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, hein. Mine de rien, il y a énormément de gens qui pensent ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent le fait qu'ils sont en concurrence avec d'autres. Parce qu'ils sont en concurrence pour leur, entre guillemets, survie, Linguisticae et proprio. Et par contre, il y avait aussi un autre truc qu'il disait dans cet extrait, qui pour le coup est bien plus légitime, je trouve, qu'il disait que avec le fait que là on vive dans la France de Macron, qu'on ait l'inflation, qu'on ait plein de problèmes en termes de pouvoir d'achat, ça fait que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de mettre de la thune dans la culture. Parce que globalement, quand tu es un peu ric-rac en termes de thune, tu vas baisser tes dépenses là où tu peux les baisser. C'est-à-dire que moi je sais que typiquement quand je suis un peu ric-rac en termes de thunes, là heureusement j'ai intermittence, mais donc ça fait que en vrai je peux subvenir à mes besoins assez facilement grâce à l'intermittence, Dieu merci, l'intermittence existe, et globalement ça fait que quand j'étais en galère de thunes, quand j'étais plus en mode auto-entrepreneur à vivre au mois, le mois par mois, il y avait des moments où genre j'allais sur toutes les chaînes Twitch sur lesquelles j'étais abonné, il y en a quelques-unes, et je retirais tous les subs parce que je me disais non, là je peux pas, je dois économiser un petit peu de thunes pour ne serait-ce que payer un peu des repas là dans mon frigo. Je commandais pas sur Uber Eats et je me disais que je bouffais comme ça, enfin que je préparais des repas, etc. Je minimisais un maximum, je me désabonnais à Netflix. Et depuis, je me suis pas réabonné parce que je me dis, en fait, ça sert à rien. Et je me désabonnais à toutes les plateformes de streaming, tout ça, parce que je me disais, en vrai, est-ce que ça sert à grand chose de s'abonner à ça, sachant que je regarde pas. Donc, c'est très simple, hein, tu passes en mode survie. J'annulais pas les dons à Israël, ça évidemment, Bibi, je pense à toi. Mais évidemment que je passe en mode survie. Et ce qui enlève dans l'art, c'est les sorties, c'est les loisirs, c'est la culture. C'est tout le temps ça en fait. Et c'est pour ça que il y a de plus en plus de gens qui, de ce que j'ai compris, ont besoin de faire des financements participatifs pour ne serait-ce que faire survivre la chaîne. Et ça, il va falloir en fait que les gens l'impriment dans leur tête, c'est que c'est le prix de l'indépendance. C'est le prix de l'indépendance éditoriale, le prix de l'indépendance en termes de sponsor, tout ça. C'est qu'en fait, on a besoin vraiment de faire en sorte que que les chaînes puissent survivre. Et pour ça, il faut quand même remettre un peu la sorte de valeur travail, j'ai envie de dire, à la longue. C'est pas un truc en mode je vais annoncer une campagne de dons. Non, les gens, moi encore une fois, j'ai l'intermittent, je survis grâce à ça, je m'en fous. Mais je pense que là, vous allez voir peut-être popper de plus en plus dans les mois qui viennent, dans les années même qui viennent peut-être,
des financements participatifs pour faire survivre des chaînes YouTube. Qui sont gérés par des collectifs, gérés par des gens, tout ça, enfin voilà. Et je pense qu'on va de plus en plus voir ça parce que il y a des gens qui lancent énormément de campagnes de crowdfunding, je pense à Noob, qui mettent ça en place, et c'est pas des trucs juste pour leur survie, c'est des trucs aussi pour financer des projets, mais c'est aussi en partie pour faire survivre leur boîte, quoi, parce qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui sont faits pour faire en sorte que des boîtes puissent subsister sur le long terme, et grâce à des financements comme ça à l'année, quoi. Et le projet de Glupatate, là, évidemment que c'est justifié par le fait que ça soit une chaîne de gauchistes et que globalement, c'est pas possible de faire en sorte que ce genre de chaîne-là puisse subsister comme ça à l'année. Mine de rien, je pense qu'on va voir popper ça de plus en plus. Alors, pas chez les gens qui sont, voilà, chez Bump, tout ça, pas chez les gens qui sont au Stream for Humanity, qui gagnent très bien leur vie, tout ça, mais je pense que on va voir de plus en plus popper ce genre de projet-là de la part de plus petits créateurs, de plus petites créatrices, pour vraiment subvenir à leurs besoins, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai dérivé là-dessus. J'avais les liens Glupatate un peu sur le côté pour en parler, faire un peu de promo, mais en fait finalement ça dérive bien dessus. Et mais c'est pour ça que, mine de rien, ce genre d'événement là il est un peu paradoxal, je trouve, parce que c'est des gens qui n'ont jamais eu à être sincères, parce qu'ils ont toujours eu une qualité très forte qui est qu'ils font des dons, et qui est qu'ils ramènent de l'audience, etc. Et je trouve que à chaque fois, c'est un truc où ils sont tellement déconnectés de tout ce côté où ils sont dans une forme de non-sincérité qu'ils n'ont pas conscience de ce que vivent les gens et qu'ils n'ont pas conscience du fait que, bah oui, tu vas te prendre des trucs dans la gueule si tu dis ce genre de trucs-là, même si t'es bien intentionné, même si t'as envie de dire que c'est pas politique, mais c'est parce que machin. Évidemment que c'est compliqué, mais je comprends bien sûr qu'il y ait des gens qui gueulent et qu'il y ait des gens qui notent le truc qu'a dit Squeezie